dispositif pourrait instantanément mettre le feu à la planète entière. Du moins, c'est exactement ce que craignaient ses fabricants. Mais même malgré ces soupçons, le 16 juillet 1945, ils ont libéré le démon nucléaire. La première détonation d'une bombe atomique, appelée Trinity, était aussi puissante qu'un énorme champignon ardent, plus grand que l'Everest, qui s'est élevé au-dessus du désert du Nouveau-Mexique. Et comme les pires craintes ne se sont pas confirmées et que l'enfer ne s'est pas déchaîné, les humains ont décidé qu'ils avaient apprivoisé le démon nucléaire. Mais ce n'était qu'une illusion. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment une explosion souterraine a affecté l'espace. Quel essai atomique était si puissant qu'il a été surnommé le deuxième Hiroshima. Et surtout, quels essais nucléaires se sont avérés exceptionnellement destructeurs, à la grande surprise même des services militaires. La brillante et lumineuse Las Vegas éblouissait ses invités il y a encore 75 ans. Mais à seulement une centaine de kilomètres de là, il y avait un site d'essai du Nevada, où les flashs de lumière pouvaient littéralement vous rendre aveugle. À partir des années 50, les militaires ont mené environ 1 millier de tests nucléaires là-bas. En 1957, ils ont pensé qu'il était temps d'essayer quelque chose de nouveau, faire exploser les couches souterraines de la Terre. Dans le cadre du test Pascal A, dans une mine à une profondeur de 50 mètres, ils ont installé une bombe pesant juste 29 kg et contenant moins d'1 kg de TNT. Selon les normes militaires, c'est plutôt petit. Les scientifiques s'attendaient à ce que toute l'énergie de l'explosion reste dans le tunnel de la mine. Mais le démon nucléaire n'allait pas rester enfermé. Une colonne de flammes de plusieurs dizaines de mètres de haut a jailli du sol. C'est arrivé parce que pour une raison quelconque, la puissance réelle de la bombe était de 55 tonnes. En d'autres termes, 50 000 fois plus que ce que les développeurs avaient prévu. C'est comme avoir l'intention de célébrer le 4 juillet en faisant exploser un pétard et en le regardant détruire toute la ville. Mais même après une farce aussi vicieuse de la part des djinns nucléaires, les militaires ont insisté pour un nouveau test qui a été appelé Pascal B. Seulement cette fois-ci, la sortie de la mine a été scellée par un bouchon en fer de 90 kg. Celui-ci résisterait à coup sûr à toute vague d'explosion, pas besoin de s'inquiéter. C'est ce que pensaient les scientifiques, et ils se sont trompés. L'explosion a frappé la capsule avec un rendement de 300 tonnes et l'a assommée à une vitesse incroyable de 66 km par seconde. C'est 6 fois plus que la vitesse d'échappement des fusées au programme Apollo lancé une décennie plus tard. En fait, cette capsule aurait pu devenir le premier objet à voyager dans l'espace pour le compte des États-Unis en 1957. Mais bien sûr, il s'est probablement volatilisé dans l'atmosphère. Pendant ce temps, le démon nucléaire libéré ne faisait que se réchauffer sur le sol américain. Ce morceau de paradis est l'atoll de Bikini dans les îles Marshall. Bien que seulement un fou voudrait y passer des vacances à la fin des années 40. C'est parce que l'armée américaine a effectué près de 2 douzaines d'essais nucléaires dévastateurs dans cette région. En juillet 1946, dans le cadre de l'essai nucléaire de Baker, une flotte de 90 navires cibles a été rassemblée au large de l'atoll de Bikini pour étudier les conséquences d'une explosion atomique en mer. La bombe a été fixée au fond d'un navire de débarquement et est descendue à une profondeur de 27 mètres. L'explosion de 3 kilotonnes a pulvérisé le vaisseau en atomes et a créé une colonne d'eau aussi haute que 2,5 fois la tour de Burj Khalifa. Et quand des centaines de tonnes d'eau se sont effondrées, elles ont déclenché un tsunami qui a fait 9 vaisseaux cibles. Cependant, les autres ont eu encore moins de chance. Le démon nucléaire a projeté tant de radiation sur la flotte restante que tous les vaisseaux ont dû être coulés. Mais les militaires étaient plutôt excités. 6 ans plus tard, sur l'atoll voisin d'Inuitak, ils ont construit un dispositif maléfique capable d'augmenter considérablement la puissance du démon nucléaire. Ils l'ont testé le 1er novembre 1952. Le test, dont le nom de code est Ivy Mike, a libéré 10 mégatonnes et demie d'énergie destructrice, ce qui équivaut à 400 tests Baker. C'était la première bombe thermonucléaire américaine de l'histoire, dans laquelle l'énergie qui apparaît à la suite de la désintégration nucléaire
est à l'origine de la fusion et crée une force encore plus destructrice et mortelle. C'est pourquoi le champignon atomique de l'Ivy Mike s'est élevé à 37 km dans le ciel, ce qui est presque aussi haut que les 2 îles de Manhattan. La puissance monstrueuse a presque littéralement évaporé l'atoll et contaminé les environs à 56 km de diamètre avec des retombées nucléaires. L'armée a envoyé 3 avions vers le dangereux nuage afin de prélever des échantillons d'air pour des études ultérieures. L'un d'eux n'est jamais revenu. Le démon nucléaire a dévoré le capitaine Jimmy Robinson sans laisser de traces. Le pilote est toujours considéré comme disparu. Les autres avions sont revenus à la base avec des échantillons qui ont révélé au monde de nouveaux éléments chimiques, l'einsteinium et le fermium. Pendant ce temps, un autre démon nucléaire gagnait en puissance à l'autre bout du monde et celui-ci était bien plus dangereux. On dirait un paysage lunaire. Cependant, cet endroit est situé ici, sur Terre. Pour être plus précis, c'est le site d'essai de Semipalatinsk au Kazakhstan, une ancienne république soviétique. En 1955, les militaires soviétiques ont décidé de démontrer au monde leur suprématie destructive totale, avec l'aide de leur bombe à hydrogène RDS-37. Le jour J, un bombardier Tupolev Tu-16 l'a emmené à une hauteur de 12 km au-dessus du sol quand, soudain, l'équipement radar est tombé en panne et le ciel s'est couvert. Les soviétiques voulaient d'abord larguer la bombe au hasard quelque part dans les montagnes, mais ils ont changé d'avis à la dernière minute. C'est pourquoi le major Fedor Golovasko a dû effectuer le premier atterrissage d'urgence jamais réalisé avec une bombe thermonucléaire entièrement armée à bord. Ignorant tous les mauvais présages, les militaires ont quand même déclenché le RDS-37 2 jours plus tard. Le champignon atomique s'est élevé sur 12 km au-dessus du sol. C'est plus haut que la plupart des passagers sur des paquebots. Et bien que ce soit une explosion de puissance moyenne avec une puissance de 1,6 mégatonnes, l'onde de choc a endommagé les bâtiments dans un rayon de 200 km. Les soviétiques imaginaient déjà comment leur démon nucléaire effacerait toutes les grandes villes américaines et leurs banlieues de la surface de la Terre. Mais même cette quantité de puissance ne semblait pas les satisfaire. Le 30 octobre 1961, sur l'île arctique de Novaya Zemlya, un bombardier Tupolev Tu-95 a décollé avec la bombe la plus puissante de l'histoire, la bombe Tsar de 27 tonnes. Si l'avion l'avait largué comme d'habitude, il n'aurait tout simplement pas eu le temps de voler à une distance sûre et aurait été déchiqueté par le démon thermonucléaire. Pour donner au pilote une longueur d'avance, la Tsar Bomba a été larguée en parachute. Et lorsqu'elle est descendue à 4 km au-dessus du sol, un nouveau soleil a éclaté au-dessus de Novaya Zemlya. La bombe Tsar avait une puissance d'environ 58 mégatonnes, un record absolu. Elle était 4 fois plus puissante que toute autre ogive avant ou après elle. L'explosion pouvait être vue même du Groenland ou en Alaska, à 1000 km de l'endroit. Le champignon Tsar a atteint un sommet de 65 km et a couvert plus de la moitié de la distance séparant la surface de notre planète de l'espace. Et la vague sismique produite par l'explosion a fait 3 fois le tour de notre planète. Si les soviétiques avaient bombardé la côte ouest des États-Unis, cela aurait évaporé les plus grandes villes de la région et provoqué d'énormes tremblements de terre dans tout le pays. Mais les Américains n'ont pas été intimidés par la menace, puisqu'ils avaient déjà injecté des stéroïdes dans leur propre bête nucléaire. Le 1er mars 1954, dans le cadre de l'opération Castle, l'armée américaine a mené le fameux essai nucléaire de Castle Bravo qui a laissé derrière lui des conséquences bien connues. Les scientifiques avaient estimé que la puissance de l'engin serait égale à 6 mégatonnes, pas plus que ça. Mais le démon thermonucléaire avait d'autres plans. La détonation de Castle Bravo a libéré plus du double d'énergie, soit 15 mégatonnes, du jamais vu pour les USA. C'est parce que la deutéride de lithium, qui était censée ralentir la réaction thermonucléaire, l'a soudainement alimentée. En conséquence, la boule de feu du Castle Bravo s'est répandue sur plus de 7 km à la ronde. Ce cercle de la mort pourrait facilement contenir 2 fois et demi le Golden Gate Bridge. Le champignon atomique s'est élevé sur 40 km plus haut et une centaine de kilomètres de large.
Mais le pire, c'est que l'explosion de Castle Bravo a défiguré de vastes récifs coralliens et que les retombées se sont propagées bien au-delà de la zone d'essai. Sans le savoir, 23 pêcheurs japonais à bord du bateau de pêche Diego Fukuryu Maru ont été victimes du test. On leur a diagnostiqué un empoisonnement aux radiations. En conséquence, l'un d'entre eux est mort et les autres ont passé le reste de leur vie à en souffrir. Les journalistes ont immédiatement qualifié l'explosion de Castle Bravo de deuxième Hiroshima et les États-Unis ont dû payer 15 millions de dollars de compensation pour le gouvernement japonais. Malgré cela, 2 mois seulement après la catastrophe nucléaire, les militaires ont mené le test de Castle Yankee sur les mêmes atolls avec la même bombe atomique. Le rendement de l'explosion correspond à celui de Castle Bravo, 13,5 mégatonnes. Et cette fois-ci, le démon thermonucléaire ne s'est pas arrêté au seul océan Pacifique. En 4 jours seulement, les retombées radioactives ont touché le Mexique et l'ouest des États-Unis. En ce qui concerne les îles Marshall, même 65 ans après les essais, les mesures de plutonium dans l'environnement étaient 1000 fois plus élevées que celles de la centrale de Tchernobyl. Les États-Unis dotés d'armes nucléaires ont réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de dompter cette bête. Notre planète était en danger même sans une véritable guerre nucléaire. Des manifestations antinucléaires ont eu lieu dans le monde entier. Enfin, en 1963, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS ont signé un traité interdisant tous les essais de détonation d'armes nucléaires en surface. Ce traité est toujours en vigueur. Et pourtant, en étudiant les archives de l'ère atomique, outre les documents consacrés aux essais dangereux et destructeurs, on trouve aussi des chroniques carrément ridicules. Regardez cette vidéo. 5 officiers de l'armée américaine se trouvent à l'épicentre d'un essai nucléaire. Pensez-vous que l'onde de choc est sur le point de les mettre en pièces? Vous allez être surpris. Le fait est qu'une bombe de seulement 2 kilotonnes d'énergie explosive a été déclenchée à 5 ou 6 km du sol. La couche d'atmosphère a protégé les officiers de tout effet nocif à l'exception du flash. Si les essais nucléaires n'étaient pas interdits, accepteriez-vous de participer à une telle séance photo ?